Bien. Comment je- comment puis-je célébrer les petites victoires et les étapes importantes de mon parcours pour conserver un état d'esprit de croissance et rester motivé? Hmm. Pour cette question, je crois que les avis sont... J'ai eu à mener une discussion par rapport à ce sujet il n'y a pas longtemps. Et de mon point de vue, les avis sont un peu partagés. Tout est une affaire de perception. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas éventuellement de mauvaises réponses par rapport à cela. Ce que je dis par là, c'est quoi? Dans mon entendement, tant que l'objectif n'est pas atteint, il n'y a rien à célébrer. Il n'y a rien à célébrer. Parce que chaque moment qui sera consacré à célébrer euh, une borne sur le chemin, c'est une occasion supplémentaire de se laisser déconcentrer par rapport à l'objectif à atteindre. Je l'établis comme ça, pourquoi? Parce que généralement, éventuellement, c'est littéralement le même genre de raison qui va être donné. C'est-à-dire que, ok, on veut célébrer les petites victoires pour rester motivé. Le truc, c'est que l'objectif en lui-même devrait être suffisant pour nous garder motivés. C'est-à-dire pour nous garder excités, pour nous garder enthousiastes. S'il faut célébrer à chaque instant, c'est comme si il y avait pas de désir ardent, en fait, pour l'objectif final, et que c'est cette petite célébration là qui vont nous permettre de nous sentir plus genre ok, voilà, nous encourager nous-mêmes à aller de l'avant, comme si sans ça en fait on n'aurait pas de motivation pour aller de l'avant. Et je pense que le piège est là, en fait, c'est littéralement de chercher à être motivé pour réaliser l'objectif que nous nous sommes fixés nous-mêmes, en fait. Donc de mon point de vue, il n'y a rien à célébrer tant que mon objectif n'est pas atteint, parce que mon obsession, ce n'est pas sur les petites bornes que les gens vont définir comme étant des petites victoires. Non. C'est-à-dire, telle étape est réalisée, telle étape est réalisée, telle étape est réalisée. Certains vont considérer que c'est des petites victoires et vont essayer de célébrer. À mon entendement, ce sont juste des excuses, au fait, pour justifier du plaisir que l'on va se créer. D'accord? Parce qu'on est impatient, on n'est pas suffisamment patient pour atteindre l'accomplissement final, pour avoir vraiment du plaisir dans la célébration. Donc, je ne fonctionne pas, en fait, dans ce framework-là, dans ce cadre, dans cette façon de procéder. Je discutais la dernière fois avec une, une personne qui littéralement fonctionne exactement, en fait, de cette façon, et qui estime que à chaque petite chose qu'elle aurait fait, à chaque petite chose qu'elle fait, d'accord, qu'elle le célèbre en attente du grand résultat. Il n'y a pas de souci à cela. Mais je lui demande, à un moment donné, je lui ai demandé juste, ok, mais tu célèbres quoi? Bah, ce n'est pas ton objectif, ça. Tu célèbres quoi, concrètement? Ton objectif en lui-même il n'est pas réalisé. Ouais, un peu. Donc, voilà un peu le truc. Et pour conserver un état d'esprit de croissance, je pense que la chose, c'est la concentration. Ce n'est pas la célébration qui va me permettre de garder un état d'esprit de croissance. C'est la concentration. Je check mon progrès. C'est-à-dire, l'étape, le mini-objectif atteint. Ce qui était décliné comme point à accomplir ou à réaliser lorsque ce mini-objectif-là serait atteint, cette étape-là serait réalisée. Et où est-ce que je, où est-ce que je me retrouve par rapport à l'étape là? Est-ce que je l'ai atteint pleinement? Est-ce que j'ai dépassé mes attentes ou pas? Et ça me permet de conserver, au fait, mon état d'esprit de croissance. Ouais, c'est justement de cette évaluation que va naître les réajustements nécessaires, s'il le faut, ou, ou pas, tout simplement.
Mais je pense que l'idée, c'est de garder le plus grand focus possible. Parce que la moindre chose qui va nous sortir de la dynamique. C'est un peu comme si je faisais un marathon ou un sprint. En disant un marathon, ça va être le truc là. Et que dès que je réalise 1 kilomètre, je m'arrête un moment. Oh, on s'applaudit sur le chemin pour célébrer comme j'ai fait 1 kilomètre sur un marathon de 30 kilomètres. C'est pas productif. C'est juste littéralement pas productif. Ouais, donc je pense que c'est une bonne image, en fait, pour exprimer, en fait. L'idée, c'est de rester le plus longtemps concentré. Et voilà, d'aller jusqu'au bout. N'importe quoi qui va nous déconcentrer, en fait, va nous faire perdre du temps, va nous faire perdre de l'énergie. D'accord? Et va nous faire perdre notre rythme, le rythme dans lequel on était déjà dans l'accomplissement. Donc, c'est la raison pour laquelle, de mon point de vue, il n'y a rien à célébrer. On peut reconnaître, ok, effectivement, on a atteint tel résultat, ok. Next, étape suivante. Et on avance. La satisfaction est dans le fait que une étape est accomplie. Il n'y a rien à célébrer. Il y a de la satisfaction et de la fierté, oui. Et de l'excitation parce que, ok, cette étape est accomplie. Ça nous rapproche de notre vision, de la matérialisation de notre vision. C'est la seule chose qui est une obsession, en fait, pour moi à ce niveau. Pas l'étape accomplie en elle-même. C'est juste un moyen pour atteindre mon objectif réel. Donc voilà. Je n'y accorderai pas un grand intérêt et encore moins mon énergie, en fait. Bien. Comment puis-je exploiter mes talents et mes compétences uniques pour atteindre mes objectifs et me démarquer des autres? Il y a quelques années, je suivais Naval Ravikant sur son l'almanach de Naval Ravikant, d'accord, où il parlait par rapport au succès, etc. Et il avait justement évoqué, au fait, le concept de compétence unique. La compétence unique va être essentiellement cette aptitude, d'accord, que un individu va avoir et qui va permettre qui va le caractériser, d'accord? C'est-à-dire un truc que dans ton environnement éventuellement que tu sais faire, mais qui n'est pas si commun que ça. Ça peut être quelque chose de commun, mais pas si commun que ça. Ce que je veux entendre par là, c'est quoi? Il y a éventuellement beaucoup d'artisans, d'accord, un peu partout. Mais même si tu es un artisan, tu as une façon de sculpter ton bois qu'on ne voit pas souvent partout. Si tu fais de la menuiserie, par exemple, d'accord? Une façon bien particulière, un style bien particulier, un peu comme à une époque donnée, il y avait beaucoup de peintres, les grands noms de ce monde, d'accord? Il y avait beaucoup de peintres, mais chacun avait une signature particulière, chacun avait une façon particulière de peindre. Et ce qui fait que les professionnels, les amateurs d'art, quand ils voient en fait certaines toiles, ils savent reconnaître, même si c'est la première fois qu'ils voient la toile, à force d'observation, ils reconnaissent le style de l'individu, d'accord? Et c'est un peu en fait l'image de compétence unique, c'est-à-dire que vous pouvez être dans un domaine où il y a effectivement d'autres personnes, d'accord? Et pourtant, déjà le domaine en soi même fait que en fait vous êtes dans un contexte de compétences uniques, mais comment dire, votre appropriation, d'accord, de la manière d'exercer en fait la chose va permettre va faire votre signature personnelle et va permettre de vous identifier de façon plus particulière. Et donc, comment exploiter cela pour se démarquer des autres?
éventuellement, en fait, dans son almanach, d'accord, Naval Ravikant avait exposé, justement en tenant compte, en fait, du contexte actuel, d'accord, nous vivons dans un monde où les médias, c'est tout, d'accord. Donc, il avait proposé un modèle qui consiste à créer quelque chose où le coût, d'accord, de production est minime, mais avec un potentiel infini en termes de rentabilité. Et éventuellement, ça passe par les médias. Pour rester un peu plus cadré par rapport à la question, ce que je propose, c'est peu importe la compétence, c'est de s'exposer au monde, d'accord? Même si c'est quelqu'un qui fait de l'art, d'accord? Ou une personne qui est dans la mode, l'idée c'est de s'exposer au monde, donc d'utiliser les médias tels qu'on les a aujourd'hui, les réseaux sociaux, etc. Et de se faire un nom. C'est-à-dire d'exposer notre façon à nous, d'explorer, au fait, cette compétence-là. Donc, de s'exposer, de se faire connaître. Je discutais avec une personne il y a 2 jours, et c'est, c'est un artisan, il se fait que pour les hommes, c'est un artisan. Et cette personne fabrique des sacs, d'accord? Des sacs pour les sorties, des sacs pour dames. Et elle me demandait, en fait, justement, comment s'exposer. Parce que, oui, elle comprenait le concept de s'exposer au monde, mais de façon pratique, à quoi c'était supposé ressembler. Et je lui disais, par exemple, que éventuellement, dans l'exemple où elle décide de se médiatiser sur YouTube, elle ne va pas parler de genre, ok, je monte mon sac, je fais ce genre de sac, etc. Non, la création de contenu ne va pas tourner autour de ça. Ce serait juste ridicule et contre-productif à un moment donné, puisqu'à un moment donné, même elle va se sentir ennuyée. L'idée, par exemple, qu'on a évoqué lors de notre discussion, c'était quoi? Que lorsque elle crée son contenu, cela peut tourner, puisqu'elle présente un accessoire. Mais ce n'est pas ça peut ne pas être centré, au fait, sur l'accessoire en lui-même. Elle peut organiser, d'accord, des sortes de défilés, où, comme accessoire, en fait, les différents modèles auraient son sac, ou différents exemplaires de son sac, d'accord, de sa marque. Et cela crée une histoire autour du produit, d'accord, qu'elle est en train d'offrir à son public. Ça crée une histoire parce que les gens vont apprendre à s'identifier, d'accord, aux différents personnages de son histoire, qui dans cet exemple-ci sont les modèles au fait qui vont juste défiler. Parce que ce que je suis en train de dire par cela, c'est quoi? C'est plus aisé de voir, oh, telle personne a apporté telle chose, le sac va bien avec ce genre d'habillement, etc. Oh, et ça permet à la personne de se projeter plus aisément, d'accord? Et donc, trouver une valeur au sac. Parce que elle aussi, elle se met là, elle se dit, effectivement, si j'aime ce genre de style de vêtements, si je porte j'ai ce genre de truc dans ma garde-robe, si je porte là, je peux mettre ce genre de sac dessus, etc. C'est facile de s'identifier. Et la personne est plus facilement incitée à acheter le truc. Elle est acheter le produit en question, qui dans cet exemple-ci est le sac. Donc, l'idée, c'est donc, lorsque vous avez identifié votre compétence unique, de trouver le moyen de vous exporter dans le monde, d'accord, de se faire, de le partager avec le monde, en fait, de vous faire connaître par rapport à ça. C'est la seule façon de se démarquer. Et votre signature personnelle va être encore la façon bien plus pointilleuse de créer la démarcation par rapport au reste du marché. Se démarquer des autres, c'est avoir un nom qui à lui seul suffit, qui à lui seul fait votre réputation, qui vous précède partout et qui à lui seul fait qu'on vous ouvre des portes. Votre nom devient votre signature parce que cela décline votre présence, d'accord, dans un domaine bien donné, par rapport à une expertise bien particulière, une compétence bien particulière.
D'accord? Donc voilà, c'est un peu ça le truc. Donc, comment puis-je aligner mes objectifs sur mes passions et mes motivations intrinsèques afin d'alimenter ma confiance en moi et mon dynamisme? Donc, aligner les objectifs sur les passions et les motivations intrinsèques afin d'alimenter la confiance en soi et le dynamisme. Euh, de mon point de vue, il y a ce truc-là que l'on dit souvent, il faut suivre ses passions, etc. Ce n'est pas vraiment la question, mais je crois que sur ce point aussi, en fait, les avis peuvent être divergents. D'accord, certaines personnes vont dire, voilà, de suivre ses passions et éventuellement tu n'auras pas à travailler aucun jour de ta vie puisque tu seras littéralement dans ce que tu aimes faire, d'accord? Et d'autres personnes vont dire non, de faire ce qui est productif et éventuellement d'y intégrer les passions. Mais pour rester dans le cas de la question, c'est comment je pense que la question ici demande plutôt, évoque le fait de pouvoir aligner les deux, de pouvoir aligner les objectifs sur les passions, d'accord? Et ce qui fait que si, pour le faire éventuellement, ça va être la première proposition. La première proposition étant de pouvoir identifier nos passions, d'accord? Puis, de les rendre rentables. L'idée, c'est que, généralement, les gens vont associer leur passion à juste du plaisir, d'accord? Et donc, à quelque chose de casuel, d'accord? Quelque chose de, voilà, de free, sans prise de tête. Mais pour que les passions s'alignent sur les objectifs, il faudrait traiter les passions comme quelque chose de professionnel. C'est-à-dire, il faut élever le standard de nos passions vers quelque chose de plus que juste du plaisir. Il faut leur donner une autre dimension. D'accord? Une dimension financière, une dimension de carrière, etc. C'est-à-dire, les faire avec plus de sérieux que plus qu'avec une notion de jeu. D'accord? Et ce qui implique quoi? Il va falloir organiser donc, en fait, cette passion-là pour la rendre, pour que ce soit crédible. Parce que généralement, lorsqu'on évoque nos objectifs, on parle généralement, en fait, de nos réalisations dans la vie. D'accord? Et ces réalisations vont presque toujours toucher la carrière, vont toucher la famille, vont toucher nos finances, notre relationnel, notre santé, d'accord? Et notre esprit, pour ne citer que ces 6 aires de l'existence. Mais pour centrer plus le truc, la passion, les objectifs, d'abord, ça va toucher la carrière, ça va toucher la finance. Pourquoi? Parce que qui parle de passion et d'objectif va parler de temps investi, d'accord? Si tu y consacres du temps, tu vas pas dire consacrer du temps et avoir une autre carrière. Parce que l'un va prendre le temps consacré à l'autre. Donc l'idée, c'est de transformer justement ici la passion en carrière. Et une carrière qui a du sens doit générer des revenus. Et donc le volet financier aussi va être impacté. Donc il s'agira de structurer le truc de façon professionnelle. Mais vu qu'il ne s'agit pas juste de, ok, je m'amuse. Vu qu'il s'agit pas juste d'un jeu, donc d'amusement, l'idée ici, c'est de trouver comment vendre notre passion aux autres. Trouver un public cible qui est intéressé par ce qui nous intéresse et lui vendre cela. Il y avait
un escaladeur, je me rappelle vraiment plus de son nom, pas d'escalade, ouais, dans les montagnes, etc. Et il s'est fait une fortune. C'est un monsieur qui escaladait beaucoup. Parce qu'à un moment donné, il avait commencé par fabriquer, ouais, pour pouvoir faire l'escalade, il faut placer des pics, d'accord, dans la roche et faire passer la corde, d'accord, faire remonter et on se tire enfin, on évolue en série, d'accord, et la corde passe à travers les différents pics, les trous des différents pics, etc. Et donc, il avait commencé par fabriquer de façon artisanale, hein, avec ses propres moyens, des pics qui étaient plus faciles à positionner, d'accord, et et c'était quelqu'un qui était très intéressé par la protection de l'environnement aussi. Donc, l'idée pour lui, c'est de créer quelque chose qui ne créait pas trop d'impact négatif, d'accord, sur la géologie, d'accord, en place. Et de ce point de vue, il avait trop le moyen de fabriquer des pics qui ne modifiaient pas tellement la géologie en place, mais qui étaient efficaces, qui étaient sûrs, d'accord, et qu'il a commencé par utiliser avec ses amis amateurs d'escalade, et éventuellement, voilà, d'autres amateurs ont commencé par demander, il a commencé par en produire en série, d'accord, et sans qu'il s'en rende compte, voilà, l'escaladeur est devenu un homme d'affaires bien riche qui continue d'escalader. Donc l'idée c'est quoi? De créer que notre passion crée quelque chose qui a de la valeur pour les autres. Et de ce point de vue, éventuellement, ces passions-là vont s'aligner avec nos objectifs de vie. Éventuellement, puisque en ce moment, on est en train de cocher la case carrière, on est en train de cocher la case finance. D'accord? Donc, pour moi, c'est littéralement ça. Je crois qu'une autre fois, je suivais le podcast de Joe Rogan et il évoquait le point avec qui il discutait. Il discutait avec quelqu'un. Je crois, il a évoqué ça brièvement avec Dave Chappelle. Mais je suis sûr qu'il en avait aussi parlé avec une personne lors d'un autre podcast. Mais l'idée, c'est quoi? Il se retrouve à un point de sa vie où les choses qu'il fait sont les choses qu'il adore faire. C'est-à-dire, au moment où, puisque actuellement il a 3 carrières, disons-le comme ça, d'accord? Et il est commentateur sportif. Il fait quoi d'autre? Il fait les stand-up, comment appelle-t-on les gars là? Il fait de la comédie, d'accord? Et le stand-up, etc. Et il a son podcast. Et dans ces 3 carrières, il a du succès planétaire, d'accord? Dans l'un plus que dans l'autre. Mais il a du succès, il est, voilà, très bien coté. Mais l'idée, c'est que pour chacune de ces 3 carrières, c'est des choses qu'il adore faire. Lorsqu'il avait commencé à monter sur scène, d'accord, à faire ces trucs, c'était pas comme ça lui payait, mais c'est quelque chose qu'il a adoré faire, d'accord. Et éventuellement, la carrière de podcast a commencé timidement. Et je crois, j'ai suivi une fois, il parlait, il disait que ça avait commencé dans son salon, etc. Ça, pendant longtemps, ça n'a rien rapporté, pendant au moins 5 ans, etc. Mais il le faisait, pourquoi? Parce que c'est un monsieur que, à mon entendement, qui est super intelligent. Et de quel point de vue je le dis? C'est quelqu'un qui est très curieux, qui veut savoir, qui veut écouter, qui veut comprendre. Et donc, qui sait se taire. Et il a utilisé sa plateforme, d'accord, pour inviter les gens, pour comprendre les choses qui l'intéressent. Encore une fois, déjà, le podcast, c'est un monsieur chill, il est tranquille, sans pression. Donc, c'est un moment pour lui, tranquille de s'amuser, c'est fun pour lui. Et il interroge les gens, il pose des questions à des gens sur des trucs qui l'intéressent. Donc, c'est 2 fois plus fun.
D'accord? Donc, même s'il n'est pas payé pour ça, il le ferait toute sa vie. Le truc, c'est que, justement, euh, la Providence a voulu que cela contribue à son succès. D'accord? Et que, justement, c'est le numéro un média. D'accord? C'est le média numéro un quand on parle de podcast dans le monde. Et éventuellement plus écouté que les médias traditionnels aux États-Unis. Son podcast a plus d'audience que les médias traditionnels que nous connaissons, d'accord, aux États-Unis. Et sa troisième carrière, qui est celle de commentateur sportif, puisque pendant longtemps, c'est un monsieur qui, enfin, voilà, il a fait les arts martiaux, donc il a toujours été dans le domaine, il a toujours aimé, même si à un moment donné il avait raccroché, d'accord, de sa carrière d'art martial. Mais le monde du sport et des combats il a toujours aimé. Et donc, il s'est fait une voix aussi là. Et quand tu le suis, tu sais qu'il est passionné par cela. Il adore être là. Dans chacune de ses positions, c'est des positions où il adore être. Mais le truc, c'est qu'il a su trouver comment vendre cette passion. D'accord? Sa passion qui a convaincu, c'est sa passion pour le sport, sa façon de présenter les choses qui a convaincu son ami Dana, voilà, de le faire commentateur. Et c'est sa passion, d'accord, pour la connaissance, disons-le comme ça. Il est intéressé par des trucs, comme tout humain, pas mille et une choses, d'accord? Pour les podcasts, le truc c'est que, à force d'inviter des gens différents et de poser des questions qui l'intéressent vraiment, qui sont vraiment son intérêt, les gens qui l'écoutent ne peuvent que se voir à travers lui, d'accord? Donc, il vend bien son produit. D'accord? Parce que l'idée, c'est lorsque tu vends quelque chose, que la personne puisse s'identifier. Lorsque la personne s'identifie, la personne t'achète. Elle t'achète toi. Elle t'achète toi, puis elle achète ton produit. Parce que la première fois, elle va t'acheter. La deuxième fois, elle va acheter le produit. Mais éventuellement, utilement, c'est toi qu'elle achète. D'accord? Et c'est pareil, en fait, pour sa troisième carrière. Donc, l'idée, c'est ça, c'est non seulement, effectivement, d'être dans ce que l'on veut, ce que l'on aime, mais de façon professionnelle, de trouver le moyen de le vendre au monde. Et c'est ça qui mettra de l'ordre dans toute cette histoire, qui donnera du sens à tout cela. Donc voilà. Comment, comment puis-je identifier et éliminer les influences négatives ou les comportements d'autosabotage qui minent ma confiance en moi? Comment puis-je? Je considérerais pour cette question que les influences négatives sont des influences extérieures. D'accord? Et les comportements d'autosabotage sont donc, par défaut, en fait, une dynamique intérieure de l'individu de toute la façon. Pour les influences extérieures négatives, c'est essentiellement l'environnement, c'est-à-dire les gens que nous fréquentons. Donc, fréquenter quelqu'un, c'est investir ou dépenser du temps, de l'énergie, des fois de l'argent, mais pas toujours, mais tout au moins du temps et de l'énergie. Et donc, lorsque une relation, c'est une dynamique, n'est pas positive, donc ne va pas dans le sens de ce que nous voulons, l'histoire, c'est de réduire, d'accord? Je crois que j'ai déjà évoqué ce point sur un autre épisode. C'est de réduire éventuellement le temps que l'on va consacrer à cet individu, d'accord? Et ultimement, dès que le temps est réduit, donc l'énergie est réduite pas systématiquement en fait. L'énergie qui va être accordée au fait à cette dynamique est réduite.
Et le temps d'exposition étant réduit, cela réduit donc aussi le temps d'influence négative auquel nous nous exposons. Et donc ça nous laisse un créneau de temps disponible que nous pourrons réorienter vers une nouvelle forme de relation, c'est-à-dire des individus qui ont une orientation plus positive dans notre existence. D'accord? C'est juste ça. C'est-à-dire libérer du temps d'une part pour consacrer ce temps-là à des choses bien plus productives et constructives, à des gens bien plus productifs et plus constructifs, donc positifs pour nous et pour notre vie. Maintenant, en ce qui concerne les comportements d'auto-sabotage, les choses répondent à des modèles, d'accord? Le mental humain repose sur des modèles. La psychologie humaine va reposer sur des modèles. L'idée, c'est de pouvoir reconnaître certains modèles, y compris les modèles d'auto-sabotage. Et pour cela, en fait, éventuellement, il faut prendre le temps de s'observer, de faire de l'introspection, de s'observer, de se mettre en troisième position, d'observer les dynamiques auxquelles nous nous exposons. Et les gens vont parler d'autocritique, etc. Ça peut porter à confusion. C'est le genre de thème que je ne vais pas souvent utiliser. Je peux parler d'introspection et d'observation, d'accord? Ça suffit à sortir l'essentiel des informations, d'accord? Tu t'observes, ok, il y a eu telle chose, tu as eu telle attitude, etc. Pourquoi tu as eu l'attitude? Tu es tout le temps avec toi, donc tu peux éventuellement observer que, ok, tu t'es dit tel, et c'est ça qui t'a poussé à vous poser telle action, qui a été contre-productif dans ce contexte-ci. Et éventuellement, l'individu peut reconnaître le modèle, parce que en observant d'autres situations dans lesquelles l'individu s'est retrouvé, il peut se rendre, ok, qu'il a eu la même attitude, qui n'était pas la bonne, dans d'autres situations, et c'était pas du tout approprié, et il n'y a aucune raison rationnelle, d'accord, légitime qui pourrait justifier, au fait, cette attitude. Et en reconnaissant le modèle, ça c'est un pas. Le deuxième truc à faire, c'est donc d'évaluer, ok, forcément pour ce genre de situation, ou pour ce genre de situation, dans ce genre de dynamique, il y a forcément un modèle qui est idéal. Ce n'est certainement pas ce que l'individu a fait, c'est certainement pas ce que vous avez eu à faire. Mais l'idée, c'est que à partir du moment où il y a un modèle idéal, c'est le job maintenant de l'individu, c'est votre job de vous demander, ok, quel serait le modèle idéal qui marche pour moi, qui me sert, d'accord? Un modèle qui me sert. Et de prendre le temps de construire un modèle, c'est-à-dire une façon de faire, une façon d'avancer et de résoudre les choses ou bien d'avancer par rapport aux différentes situations que nous avons dans nos vies. Et de se dire, la prochaine fois que je me retrouve dans tel contexte, dans tel scénario, voilà ce que je ferai. Le fait de l'affirmer, d'accord, nous permet de le rendre conscient et nous donne l'opportunité de faire les choses différemment. Souvent, ça peut être compliqué pour certaines personnes de rattraper leur attitude d'auto-sabotage. Cependant, ce qui est faisable, c'est que même si l'individu ne peut pas court-circuiter, d'accord, l'attitude d'auto-sabotage en amont, elle peut éventuellement rattraper cela au milieu ou à la fin. Ce que je suis en train de dire par là, c'est quoi? Supposons que la personne, elle s'est observée tout et tout, elle s'est checkée, elle a observé, elle a défini un nouveau modèle. Mais la situation s'est posée et elle s'est retrouvée littéralement à refaire ce truc-là qui ne l'arrange pas. En théorie, c'est foutu. Oui, sur ce coup-là, le coup est passé. Ouais, c'est littéralement quelque chose qui peut arriver. Donc, vu que nous savons que c'est quelque chose qui peut arriver, on crée aussi, à partir du moment, un algorithme, d'accord, pour pallier à ce genre de situation, parce que tout va répondre à des dynamiques
si tel, alors tel. Si telle chose, alors telle chose. Si je dis ci, alors tel. Si je fais ci, alors tel. Donc, à partir du moment où je sais que, éventuellement, je pourrais me retrouver d'accord à faire la chose qu'il ne faut pas, même si j'ai déjà fait le travail, je prévois qu'est-ce que je ferais si cela arriverait, si cela arrivait. Dans l'idée, c'est, ok, je dis du n'importe quoi. Si éventuellement, l'individu se retrouve à faire la chose qu'il ne faut pas faire, on se flagelle pas. Mais dès que je le fais, par exemple, et que je remarque donc que je l'ai fait, voilà telle action que je vais poser en même temps pour comme mitiger ce que j'ai eu à faire. L'idée, c'est d'être dynamique, c'est-à-dire, c'est arrivé, donc ça fait la prochaine fois. Non. L'idée, c'est d'être proactif et donc d'être dynamique. Soit je court-circuite en amont, ou si éventuellement l'événement s'est passé, c'est-à-dire l'attitude d'auto-sabotage, c'est quand même réalisé. C'est après coup de trouver le moyen de mitiger cela. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas s'empêcher dans certaines situations de dire certaines choses, c'est-à-dire, dans certains environnements, elles ont, plutôt que de garder silence, elles vont se retrouver à, voilà, balancer des trucs. Et c'est une habitude qu'elles ont et qui leur garde des trucs, au fait, sur une base régulière. Donc, une attitude d'auto-sabotage. Supposons que la personne s'est retrouvée dans ce contexte et, ok, elle devait garder silence, mais elle a juste balancé un truc. En règle générale, avant son introspection, c'est quelque chose qu'elle ne calculait pas, qu'elle ne réalisait pas. C'est-à-dire, elle ne savait pas ou elle n'arrivait pas à identifier éventuellement que c'est son attitude, d'accord, qui a créé les conséquences qui ne l'agréaient pas. Mais lorsqu'elle fait son introspection, elle se rend compte de cela et qu'elle identifie donc le modèle d'erreur, d'accord, et qu'elle crée le modèle de réussite, et après qu'elle crée le modèle de, comment appelle-t-on, qui va, ce n'est pas de rechange, c'est-à-dire le modèle secours, le point de secours, qui aide que, ok, supposons que c'est le contexte d'appliquer le modèle de réussite, et je suis passé à côté. Qu'est-ce que je fais? Donc c'est le modèle secours. Donc elle se retrouve dans le contexte où, voilà, elle devait se taire, elle se retrouve à parler, plan, plan, plan. Son modèle secours pourrait être, ok, si éventuellement, je me retrouve à faire telle chose, juste après, je devrais dire telle chose. C'est-à-dire, supposons que c'est une personne qui a l'habitude de, je dis du n'importe quoi, d'insulter. Et ça lui crée des problèmes à chaque fois. L'idée serait de dire, si éventuellement je me retrouve à dire tel mot, bien que j'avais décidé de ne plus le dire, si je me retrouve à le dire, alors juste après, je dirai à la personne telle chose. Ah, excuse-moi, c'est une mauvaise manie que j'ai, ça m'a échappé, ne le prends pas personnellement, je travaille à. Donc, en fait, cette prise de responsabilité, ce retour sur soi-même, vers soi-même, d'accord, peut grandement aider à mitiger les conséquences du comportement en un, et cela permet aussi en même temps à l'individu de plus prendre conscience de lui-même, d'accord, de plus prendre conscience de lui-même. L'idée à ce niveau, c'est d'être proactif. Il n'y a pas d'angle mort, tu ne laisses pas d'angle mort, en fait, d'être littéralement proactif, d'accord. Donc c'est un peu cela. Donc, comment puis-je affronter mes plus grandes peurs liées à la réalisation de mes objectifs et développer le courage nécessaire pour les surmonter? Je pense que la réponse ici, elle est bien simple. Il suffit juste d'avancer dans la direction des objectifs. Et il y a juste pas autre chose. Un pas après l'autre. C'est
Et en ce moment, il y a plus de peur à surmonter. Il y a juste des objectifs à atteindre. D'accord. Généralement, les peurs vont naître de deux choses. De l'inaction ou du manque de croyance, d'accord, dans l'accomplissement, c'est-à-dire ne pas croire que l'on pourrait accomplir l'objectif pour une raison ou pour une autre. Ça peut être est-ce que peut-être c'est un objectif que l'on voit très loin dans le temps en termes de réalisation, ou on anticipe déjà des choses qui pourraient empêcher, d'accord, l'accomplissement de ces objectifs. Ça, pour une raison ou pour une autre. Il y a plusieurs trucs qui peuvent, voilà, obscurcir, au fait, la vision de l'objectif. Mais l'idée, c'est d'être dans la dynamique d'avancer un pas à la fois. L'essentiel, c'est juste d'avancer en un, et deux, de se rappeler très souvent, avec le plus de conviction possible, la vision, et de la rendre réelle pour soi-même. D'accord? De la nourrir. Il faut cultiver cette vision-là et la rendre réelle pour soi-même, dans son esprit. Et travailler pour son accomplissement. C'est tout. C'est tout. Bien. Comment puis-je pratiquer l'autocompassion et le pardon lorsque je commets des erreurs? Et comment puis-je en tirer des leçons et aller de l'avant avec confiance? Je ne suis pas adepte de l'autocompassion et de la compassion dans l'entendement commun du thème, d'accord? Le pardon, par contre, oui. Encore que je ne suis pas sûr que mon entendement du pardon est l'entendement commun, d'accord? Mais dans le contexte, si, d'accord? Surtout dans le contexte, si, je pense que la notion de compassion, d'autocompassion, pour moi, doit juste sortir de l'équation. Lorsque l'on commet des erreurs, il s'agit pas d'auto-compatir avec soi-même. Il s'agit, d'en prendre la responsabilité, d'en reconnaître, d'accord, la responsabilité, d'en prendre la responsabilité, de reconnaître que c'est de notre fait. Deux, il s'agit pas de se juger, parce que c'est justement parce que généralement les gens sont dans la dynamique de se juger et ils ne veulent pas se juger, qu'ils se retrouvent à devoir donc genre mettre du coton. Donc je ferai preuve de compassion vis-à-vis de moi-même. C'est pas nécessaire, parce que c'est pas nécessaire non plus de se juger lorsqu'on fait une erreur. Il s'agit pas de se flageller. Tu as merdé? Oui. Ok. Comment faire pour résoudre cela? J'ai merdé? Oui. Qu'est-ce que je fais pour aller de l'avant? Qu'est-ce que je fais pour résoudre cela? C'est aussi simple que ça. Et dans ça, qu'est-ce que la compassion vient faire dans ça? Absolument que dalle. On n'a juste pas sa place. Et la notion du pardon en ce moment vient de quoi? Ou du moins se décline comment? C'est justement dans ma capacité que j'ai à corriger mon erreur. C'est aussi simple que ça. Lorsque je constate l'erreur et que je définis une stratégie pour la corriger, pour aller de l'avant, et que je suis dans la dynamique, c'est-à-dire je pose des actions pour corriger cette erreur, je me sens en paix avec moi-même. Parce que mon cerveau n'est plus sur l'erreur, mon cœur n'est plus sur l'erreur, mais mon cœur est totalement investi dans ce que je suis en train de créer de nouveau, qui est une dynamique, qui va corriger l'erreur. Donc je ne suis plus obsédé par l'erreur, mais plus par ce que je suis en train de créer, de produire maintenant, qui aura pour conséquence de corriger l'erreur. C'est là le pardon. Ce n'est pas dans le fait de s'asseoir, je me suis pardonné ou je ne m'en veux. Non, absolument pas. C'est totalement actif comme processus, le pardon. Totalement actif. Et là, je crois que de ce que j'ai dit, il n'y a pas besoin d'évoquer une quelconque notion de compassion. C'est juste pas nécessaire dans la dynamique là.
C'est juste pas nécessaire. C'est juste lorsque l'individu se retrouve à se laisser aller à ses émotions, culpabilité, etc., qu'il estime que, ok, il faut qu'il compatit à lui-même pour s'excuser de ce qu'il a fait. Non. L'individu n'est pas la victime de la situation pour que l'on compatit ou qu'elle compatisse avec elle-même. Elle en est responsable. Elle en est responsable. D'accord? Juste responsable. Et ça suffit à tout pour faire avancer la situation. Pas plus, pas moins. Donc, comment puis-je m'assurer que mes actions et mes objectifs s'alignent sur mes valeurs fondamentales afin de créer un sentiment d'authenticité et d'utilité? Écoute, pour moi, c'est self-évident. C'est super évident cette histoire. C'est lorsque les actions, les objectifs s'alignent sur nos valeurs fondamentales, on le sait, tout simplement. On le sait, tout simplement. Donc comment s'assurer? On le sait juste. Et ce que nous savons en amont, ce que nous connaissons en amont, c'est nos valeurs. Donc, selon moi, plutôt, le truc, c'est de faire des choix, d'accord, d'objectifs qui s'alignent sur eux. C'est que nos choix, les choix que nous ferons se, les objectifs que nous aurons doivent se décliner, d'accord, dans le cadre de nos valeurs. C'est-à-dire, il y a un monsieur qui, c'est un homme d'affaires pendant longtemps, il est à la retraite, et j'ai appris un concept de lui par rapport à la dynamique, d'accord, des activités dans le monde des affaires. Et quel que soit le deal qu'il a eu à faire, d'accord, il dit que pour qu'il soit dans une affaire, il faut que cela soit éthique, légal et moral. Ce sont les trois axes cardinaux qui, pour lui, représentent le cadre, d'accord, idéal pour lui, pour exécuter les différents deals qu'il exécutait dans le monde des affaires. D'accord? Et donc, l'idée, c'est d'être clair avec soi-même par rapport à nos valeurs fondamentales et de tout laisser passer par le filtre de ces valeurs. Tout doit être évalué par rapport au filtre de nos valeurs. Donc, dans ce cas, est-ce éthique? Telle chose que je veux faire, est-ce éthique? Telle chose que je veux faire, est-ce moral? Est-ce légal? Et les réponses sont super évidentes. Donc, il n'y a aucune ambiguïté. Si les trois filtres sont oui, 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 c'est clair. Tout va bien. Je fais ce que j'ai à faire. Si une seule des réponses est non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a juste littéralement quelque chose qui ne va pas. Maintenant, certains individus peuvent décider de tricher avec eux-mêmes. Ça, c'est une autre histoire. Mais lorsque tu décides d'être honnête avec toi-même, un seul, par exemple, dans cet exemple-ci, un seul des filtres qui a une réponse négative, ça ne passe juste pas. D'accord? Donc, c'est juste comme ça que je vois la chose. Comment puis-je identifier mes forces et mes faiblesses? Et comment puis-je exploiter mes forces et travailler activement à l'amélioration de mes faiblesses? Identifier ses forces et ses faiblesses. C'est un exercice d'introspection. D'accord? L'idée, c'est d'observer les différents axes de l'existence.
et de voir et d'évaluer, d'accord, notre façon d'avancer et de voir en fait les choses, les éléments intrinsèques, d'accord, qui nous permettent d'avancer, tu vois, et ceux qui nous retiennent, d'accord. L'exemple que je pourrais donner, quel exemple je pourrais donner? Prenons du point de vue de la santé, par exemple. C'est un axe de résistance. Quelqu'un qui est intéressé, d'accord, par les trucs en rapport avec la nutrition, même les activités sportives, parce que cela impacte beaucoup la santé. Mais de façon un peu plus focus pour l'exemple, la nutrition, la personne s'informe très souvent parce qu'elle aime le genre de contenu, d'accord, où on discute de comment bien manger, d'accord, de tout ce qui est vitamines, etc. Quel genre d'aliment, euh, voilà, a une valeur positive, etc. Comment gérer, vous voyez un peu ce genre de truc. C'est un plus pour cette personne parce que sa curiosité fait que d'office, elle ne dépense pas une énergie supplémentaire pour aller chercher l'information en rapport avec la santé. Donc c'est une force pour elle, sa curiosité de ce point de vue. Vous voyez un peu. Et par le même exercice, l'individu peut identifier, d'accord, les choses qui la retiennent, d'accord, d'atteindre au fait des objectifs et donc de rester au fait dans la dynamique de ce qu'elle veut. Et cet exercice réalisé pour chaque ère, chaque ère de l'existence. Et les aires de l'existence les plus communes, je crois que je les ai évoquées tout à l'heure. On a la santé, la finance, d'accord, la carrière, le relationnel, toute sa forme de relationnel, la physicalité et l'esprit. Disons-le comme ça. Quand je dis l'esprit, il y a le volet mental, d'accord, il y a le volet religieux ou spirituel si l'on veut. C'est-à-dire que chaque ère de l'existence va décliner différents axes, d'accord. Lorsque je vais prendre la physicalité, c'est pas encore physique, il y a la combativité, c'est-à-dire, parce que, par exemple, je sais me défendre. Donc, pour développer, au fait, ma physicalité, je vais apprendre un art martial. Parce que cette combativité va directement, d'accord? Bon, directement, ça m'apprend à me défendre, mais un peu plus indirectement, ça m'aide à développer un physique équilibré, solide, d'accord? Et la résistivité ou la résistance au fait du corps. Et là, c'est dans l'exercice physique, peut-être aller à la salle de gym, peut-être aller courir, ce genre de truc, l'endurance, pour développer l'endurance. C'est un autre axe, au fait, que cela va dessiner, au fait, toujours pour ma physicalité. Donc, l'idée, c'est de voir, en fait, les éléments qui nous poussent vers nos objectifs en ce qui concerne les différentes sphères de notre existence et les choses qui nous retiennent. Et l'une vont décliner nos forces et l'autre vont décliner, au fait, nos faiblesses. Certains sont plus évidents que d'autres. Mais l'idée, c'est d'identifier les plus importantes. D'accord? Celles qui reviennent très souvent, qui vont faire partie de nos traits de caractère. Ça ne ment pas, en fait. La façon dont on fait une chose, c'est la même façon qu'on fait toutes les choses. Donc, il y a certaines choses qui ne mentent pas. Éventuellement, de ce que j'ai observé, pour ce qui constitue nos forces peuvent être super ciblées. D'accord? C'est-à-dire que je peux avoir de la curiosité pour chercher des trucs en rapport avec la santé, mais pas la même curiosité pour la physicalité. Je peux avoir la curiosité pour les trucs en rapport avec la spiritualité, mais peut-être pas pour autre chose. D'accord? Mais généralement, la faiblesse
peut être une notion commune. C'est-à-dire, c'est souvent le même bas qui blesse, en fait. D'accord? C'est-à-dire, un individu qui est nonchalant, il va juste être nonchalant dans toutes les sphères. Pas, peu importe le domaine de son essence, c'est la même nonchalance qui va l'accompagner. Donc, certaines choses peuvent être plus évidentes à identifier et certaines choses sont importantes à identifier. Et ces choses importantes sont celles qui, d'une certaine mesure, font partie de nos traits de caractère, d'accord? Et c'est les éléments là qu'il faut travailler en premier. Et donc, lorsque ces deux points sont identifiés, la question suivante était de savoir comment exploiter les forces et travailler activement à l'amélioration des faiblesses. Le monsieur que j'évoquais plus tôt, Dan Peña, c'est un homme d'affaires. Bon, ça fait longtemps, il est à la retraite actuellement quand même. Il y a un truc que j'ai appris de lui, d'accord, qui est quoi? Oubliez vos faiblesses, concentrez-vous sur vos forces, maximisez vos forces et éventuellement, elles vont faire de l'ombre à vos faiblesses. Si vous maximisez le temps et l'énergie sur les forces, éventuellement, les faiblesses n'auront juste plus de poids. Parce que les faiblesses ont du poids du fait de l'énergie qu'on leur accorde, qu'on leur consacre. D'accord. Quelqu'un qui va travailler à développer ses forces, va juste maximiser au fait son potentiel déjà présent. Il y a moins de résistance, d'accord, pour le changement. Et en plus de cela, ce qu'il réalisait jusque-là va juste être amplifié du fait du développement, en fait, de l'amélioration de ce que décrit, en fait, enfin, de ce que définit, c'est, du fait de l'amélioration, en fait, de ce que, de ce qui va être défini comme étant ses forces, je veux dire. D'accord. Donc, pour moi, ça reste une bonne stratégie. Et ça, c'est une stratégie qui évite que l'on se disperse. Une stratégie qui évite que l'on stagne. Parce que généralement, on peut se retrouver à utiliser l'excuse de ah, ok, je suis en train de travailler sur mes faiblesses. C'est pour ça que je n'ai pas fait ceci. Non, parce que je maximise mes forces. Je travaille à maximiser mes forces au quotidien. Éventuellement, j'y arriverai. Parce que dans tous les cas, personne n'est parfait. Donc, ce serait quand même à quel point est-ce productif, d'accord, d'essayer d'être parfait, donc d'éliminer toutes nos faiblesses. Ce n'est pas forcément une bonne stratégie. Et pourtant, le même temps peut être accordé à décupler, au fait, l'impact de notre force. D'accord? S'améliorer sur nos points forts. Donc, c'est dans cet état d'esprit-là, en fait, que je pense la chose. C'est dans cet état d'esprit que je l'ai appris de lui, et c'est dans cet état d'esprit que je vois la chose, en fait. D'accord? C'est un exemple que je peux donner. Supposons que lorsqu'on parlait une seconde. Lorsqu'on évoquait le point sur, ouais, cette aptitude que l'individu a, c'est-à-dire ce talent personnel que l'individu va avoir et qui va lui permettre une compétence unique que l'individu va avoir, d'accord, et qui va lui permettre de réussir telle ou telle chose. On ne va pas se dire, oh, quel est, quel est le truc là? Quel est le point faible que j'ai, d'accord, que je vais développer maintenant pour atteindre mes objectifs?
d'accord, et me démarquer des autres, c'est plutôt la compétence unique, donc la force que j'ai, que je vais exploiter pour atteindre mes objectifs et me démarquer des autres. Pas qu'on appelle-t-on, les attitudes ou les trucs qui me font défaut, non. Je vais miser sur mes forces pour atteindre mes objectifs et me démarquer des autres. C'est ma compétence. C'est là où je suis compétent. C'est ce que je peux vendre. D'accord? C'est ce que je peux exploiter. D'accord? Et donc, c'est ce que je peux maximiser. Donc, ça, l'idée, c'est toujours la même idée, au fait, que je représente avec cet exemple. Donc, c'est juste un peu ça. Bien. Comment, comment puis-je pratiquer la pleine conscience et l'introspection, d'accord, pour mieux comprendre mes pensées, mes émotions et mes motivations? Il faut juste s'asseoir, fermer les yeux et s'écouter. On va décliner ça comme étant un exercice de méditation. Mais je pense que dans la question se trouve déjà la réponse. La question dit comment puis-je pratiquer la pleine conscience et l'introspection pour mieux comprendre mes pensées, mes émotions et mes motivations. Donc on comprend aisément que lorsqu'on s'assied, on ferme les yeux, on s'écoute. Le but, c'est de comprendre ses pensées, d'accord, les différentes pensées, d'accord, les émotions et les motivations. La pleine conscience en elle-même va constituer dans le fait de rester généralement dans l'instant présent, d'accord? C'est d'éviter d'être dans les regrets du passé ou dans des peurs d'événements futurs, etc. C'est de s'ancrer dans l'instant présent, dans les trucs du présent. Et le présent de cette action, d'accord, de ce processus de méditation, c'est soit en train de s'observer par rapport à notre champ de pensée, à notre champ de ressenti. C'est ça ce qui se passe au présent. Ce n'est pas la pensée en elle-même, non. Ah, j'ai acheté de la tomate et rester dans ça. Ah, que non. C'est moi m'observant, penser quand j'ai acheté la tomate. Maintenant. D'accord? Et l'idée, c'est de une façon de le faire, c'est un peu comme, ouais, quand on regarde un film. Quand on regarde un film, on n'est pas dans le film. On est la troisième personne. Il y a deux personnes à l'écran et on est la troisième personne. Vous voyez un peu. Et de ce point de vue, on observe la scène de façon détachée. Une façon de le faire, c'est de procéder pareil. De s'observer de façon détachée. D'accord? De ne pas prendre les choses personnellement dans cet exercice-là. De s'observer, ah, j'ai eu à dire si, j'ai eu à faire ceci. Comme si on était en train de regarder un film et, et d'analyser, d'évaluer la situation de ce point de vue qui est totalement différent. Et éventuellement, ça permet de remettre les choses en perspective. D'accord? De remettre les choses dans le contexte en perspective. Et d'observer, en fait, le genre de pensée, en fait, qui nous aurait amené éventuellement à faire ou à dire ce qu'on a fait ou dit. Et le genre d'émotion, en fait, auquel on s'est attaché, d'accord, dans ce contexte-là, en fait. Donc, la pleine conscience va essentiellement nous permettre de nous ancrer dans l'instant présent, d'accord? Et l'introspection, le processus d'introspection en lui-même, est justement l'exercice à travers lequel on va, j'ai envie de dire décortiquer, démanteler, d'accord? À travers lequel on va
séparer les différentes parties, en fait, de toute notre dynamique intérieure. C'est pas un processus qui va être tout de suite évident et encore moins évident pour tout le monde, d'accord? Et ce n'est pas un truc qui va être fait, ok, la première fois que vous allez vous asseoir ou même dans les 10 premières fois que vous allez vous asseoir, d'accord? Donc c'est quelque chose qui, c'est comme pour tout muscle, ça se développe en fait. Donc c'est quelque chose qui va être construit progressivement, d'accord? À travers le temps et à travers une pratique la plus régulière possible, le mieux cela vaut, d'accord? La plus régulière possible, le mieux cela vaut. Donc c'est un peu ça. Hmm. Donc comment puis-je considérer les revers comme des obstacles temporaires et des occasions d'apprendre et de m'adapter? Considérer les revers comme des obstacles temporaires. Parce que éventuellement, ce sont juste des obstacles temporaires. Et il faut juste, il s'agit pas de les considérer comme tels, mais de les reconnaître comme tels. D'accord? C'est, dans ce processus, ça rejoint un point que j'avais abordé dans l'épisode précédent, si j'ai bonne mémoire. Il s'agit de se dire la vérité à soi-même. D'accord? Sur la nature de l'obstacle. Parce que dans tous les cas, il n'est pas définitif. Et à partir du moment où on a la clarté d'esprit sur la nature de l'obstacle, la question est résolue. Maintenant, l'autre point est de, de voir comment apprendre, d'accord? Comment apprendre de, de l'expérience ou de l'obstacle en lui-même. Et le truc est de s'observer pour voir comment est-ce que cet obstacle, ce revers, cette situation, a trouvé le moyen de nous retenir dans l'atteinte de notre résultat. Parce que c'est une dynamique. Une autre personne dans la même situation éventuellement avancerait, une autre personne éventuellement n'avancerait plus du tout. Mais nous, on est dans la dynamique d'avancer. Donc, le tout est de savoir, ok, celui qui est en train d'avancer, c'est quoi les éléments qu'il a qui font qu'il avance indépendamment du revers. Et donc, c'est ce même exercice, au fait, que l'on fait à notre propre niveau, de comprendre que, ok, éventuellement, il nous faut des éléments nouveaux à incorporer dans nos habitudes pour aller de l'avant. Si c'est une situation bien particulière qui empêche que la chose avance. Donc, si c'est un truc qui est passé, qui est arrivé, mais qui est passé, et quand même qui a impacté le progrès de la chose, c'est de tirer le plus de leçons possible. Quels sont les éléments dans notre attitude et dans les choses que nous avons mises en place qui ont permis que ce genre de situation puisse se dérouler et de trouver un moyen de corriger cela. Éventuellement, ça va consister à adopter de nouvelles habitudes, de mettre de nouveaux protocoles en place, etc., etc. Et on avance. On avance, tout simplement. Donc, c'est ça. Comment puis-je développer une stratégie de dialogue positif avec moi-même pour contrer la négativité et maintenir ma confiance en moi pendant les périodes difficiles? Hmm. Il y a un point sur la question
qui évoquait, c'était quelle question déjà? La pleine conscience et l'introspection pour mieux comprendre les pensées, les émotions et les motivations. J'ai pensé à un truc, mais bon, que je n'avais pas verbalisé, que, qui est important en fait, d'accord? Qui est important, c'est, en réalité, dans l'introspection, la chose sur laquelle il faut se concentrer, en soi, ce n'est pas vraiment les pensées. Ce n'est pas vraiment les pensées. Lorsqu'on fait l'introspection, c'est plus, oui, éventuellement, les pensées, on peut pas les rater. Mais l'idée, c'est de se concentrer au maximum sur le mode de pensée. Sur le mode de pensée. Donc, pour revenir sur la question actuelle, d'accord, qui est de comment puis-je développer une stratégie de dialogue positif avec moi-même pour contrer la négativité et maintenir ma confiance en moi pendant des périodes difficiles. Il faut construire un mode de pensée positif. Pas pour contrer la négativité, mais pour remplacer la négativité. C'est-à-dire que les pensées négatives sont une habitude que nous avons généralement pris le temps d'adopter, d'entretenir. Et donc, l'idée, c'est à chaque fois que ces idées, ces pensées, ces pensées traversent l'esprit, il n'y a pas à lutter. Mais, de plutôt adopter un état d'esprit contraire, disons-le. Le but n'est pas tellement de contrer. C'est pourquoi je veux éviter, en fait, la notion de contrer. Ça donne une impression de lutte. Lorsque ça donne une impression de lutte, la lutte va juste naître dans l'esprit parce que l'individu va se retrouver tiraillé entre une idée vers l'autre, se retrouver ballotté entre une idée vers l'autre. L'idée ici, en réalité, c'est de ne pas accorder de l'énergie ou très peu d'énergie ou pas du tout d'énergie, d'accord, à la pensée négative qui est passée et de se rappeler du modèle positif, et de le cultiver, de l'entretenir. Un modèle de pensée, ce n'est pas une pensée, ce n'est pas juste une pensée. Une pensée, c'est je suis riche. Un modèle de pensée, ça va être, je dis du n'importe quoi, mais c'est un exemple. Pour construire, en fait, le modèle de pensée et puis, genre, le décor. J'ai suffisamment, j'ai tellement de moyens que je peux m'offrir tout ce que je veux. Je voyage librement partout dans le monde, etc. Tel immeuble que je vois, je peux l'acquérir facilement, etc. Un ensemble d'idées qui nous permet d'arriver exactement à la même conclusion. Un peu comme un champ lexical d'idées, d'accord, qui nous permet d'arriver à la même conclusion de je suis riche. Va dessiner un modèle de pensée dans le sens où il y a que forcément quelqu'un qui est riche qui pourra dire ce genre de choses. Donc l'idée par rapport à la question, c'est de construire des modèles de pensée. Pas juste une pensée et puis statu quo, mais d'avoir comme un champ de pensée que l'on va entretenir à l'occasion et qui va remplacer l'habitude ancienne que nous avons. Parce que la négativité ici aussi est un champ que l'on avait pris l'habitude d'entretenir. Et l'idée, dans notre contexte, c'est donc, en remplaçant ce champ, de créer
une nouvelle image de nous-mêmes et de renforcer cette nouvelle image de nous-mêmes à travers le filtre de ce nouveau champ que nous avons décidé d'adopter. C'est de ça qui est s'agit. Bon, je pense que je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. Et on va se dire à la prochaine session.